Bienvenue sur le webinaire Se protéger des gaz et des particules en élevage de porcs et de volailles. Donc, ce webinaire sera présenté par moi, Marion Ruche. Je suis chargée d'études et de conseils euh, spécialisée en volailles et je suis basée dans le Morbihan. Et sera présenté également par Solène. Oui, bonjour à tous. Donc Solène Lagadec. Je travaille sur tout ce qui est exposition des travailleurs aux gaz et poussières en élevage de porc, également tout ce qui est émissions de gaz et de particules. Et moi, je suis basée à Rennes et donc je fais partie de l'équipe porc des chambres d'agriculture de Bretagne. Alors, je te laisse la parole, Solène. Très bien, merci. Donc au niveau de l'ammoniac et les poussières, donc on appelle aussi particules, la première question, c'est quels sont leurs impacts sur la santé? Donc, on est en effet dans des bâtiments qui sont potentiellement chargés en ammoniac. Et l'ammoniac, c'est un gaz qui est généré par la décomposition des déjections animales. Donc, on en retrouve du coup dans les bâtiments de porc et de volailles. Et c'est un gaz dont la volatilisation est très liée aux conditions de ventilation et à la gestion des déjections. La difficulté avec ce gaz-là, c'est que c'est un gaz qui est soluble dans l'eau, donc il peut irriter les muqueuses quand il est en forte concentration, c'est-à-dire que le travailleur va ressentir des picotements dans les yeux, dans la gorge et également au niveau du nez. Donc l'INRS le Code du travail impose des valeurs limites d'exposition professionnelle et au niveau de l'ammoniac, sur 8 heures, un travailleur ne doit pas être exposé à plus de 10 ppm et sur 15 minutes, un travailleur ne doit pas être exposé à plus de 20 ppm. Donc, concernant les particules, on a différents types de particules qui diffèrent en fonction de leur taille. Donc, les particules inhalables, qui sont inhalées par le nez et la bouche, mais ensuite rejetées vers l'extérieur. Les particules qu'on dit thoraciques, qui, elles, ont un diamètre inférieur à 10 micromètres et qui vont pénétrer au-delà du larynx, comme vous voyez sur l'image. Et il y a également les particules alvéolaires, qui, elles, sont encore plus petites, donc avec un diamètre inférieur à 4 micromètres, et qui vont pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Donc, on peut montrer la petite image. Donc, on avait en fait prélevé des particules qui étaient sur un petit muret dans une salle d'engraissement de porc. Et ce qu'on peut voir sur l'image, bon, les petites, mais c'est que majoritairement, on a des particules d'un diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, on est sur des particules thoraciques, voire alvéolaires, puisque on ne voit pas bien la petite barre sur l'image, mais on est vraiment sur des particules qui sont inférieures à 4 micromètres. Donc, celles qui vont pénétrer le plus profondément dans les alvéoles pulmonaires. Et on a des valeurs limites d'exposition professionnelle donc, qui ont été mises à jour. Et à partir du 1er juillet 2023, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, bientôt, très bientôt, on aura des valeurs limites d'exposition professionnelle aux particules alvéolaires, donc celles qui nous concernent le plus, à 0,9 mg par mètre cube pendant 8 heures. Donc un travailleur ne devra pas être exposé à plus de 0,9 mg par mètre cube de particules alvéolaires pendant 8 heures. Alors, oui. Ces concentrations en ammoniac et en particules, elles ont été mesurées au cours d'une étude dans les bâtiments, une étude qui s'appelle AirElver, et où on a voulu essayer de combiner différents facteurs pour voir un peu l'ensemble, la globalité de la problématique liée à la santé impactée par les particules. Du coup, il y a une partie où on s'est intéressé à la perception du risque par les éleveurs, comment les risques étaient pris en compte par les éleveurs de porcs et de volailles. Là, on peut voir sur le graphique qui s'affiche à gauche que lorsqu'on demande aux éleveurs de citer les risques qui existent en élevage, l'ammoniac et les particules ne sont cités que par une minorité d'éleveurs en élevage porcin.
Et en élevage avicole, ils sont un petit peu plus pris en considération, mais également parce qu'il y a des tâches où la poussière se voit énormément, notamment lors du paillage, et du coup, la poussière, les particules, sont citées par une grande majorité des éleveurs comme un risque existant dans leur métier. L'ammoniac, un petit peu moins, et surtout avec beaucoup de doutes sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Voilà. On a aussi du coup pris en compte des mesures d'exposition au sein des élevages en se concentrant sur 3 tâches qui nous paraissaient plus à risque, 4 tâches, pardon, qui nous paraissaient plus à risque en élevage de porc et en élevage de volaille. Donc en élevage de porc, on a fait des mesures lors des soins aux porcelets, lors de sevrage des porcelets, lors de l'alimentation des porcelets et lors du tri des porcs charcutiers. Et en volaille, nous avons du coup réalisé ces mesures lors d'une visite d'inspection des volailles en fin de lot, donc une ou 2 semaines maximum avant l'enlèvement final, lors du ramassage des volailles, lors du curage des bâtiments et lors du paillage des bâtiments. Et on a également pris en compte du coup un aspect santé où on a fait des questionnaires de symptômes avant et après les tâches pour savoir si les tâches et l'exposition aux particules pouvaient avoir un impact sur les capacités respiratoires des travailleurs à ce moment-là. Donc voici les résultats qu'on a pu obtenir. Donc en volaille, donc sur les particules alvéolaires, donc les poussières, on voit qu'il y a un certain nombre de situations où on dépasse la valeur limite d'exposition aux particules sur 8 heures, donc de 0,9 mg par mètre cube, notamment lors du paillage, du coup où la moyenne où les mesures effectuées en élevage sont en moyenne de 1,9 mg par mètre cube, et lors des inspections de fin de bande. Alors, on est conscient que les travailleurs ne passent pas 8 heures dans le bâtiment, donc voilà, l'effet est un peu atténué. Par contre, ce qu'il faut se remettre en tête, c'est que lors du paillage, ce sont des poussières qui sont neutres, qui ne sont pas chargées en bactéries, alors que lors de l'inspection en fin de bande, ce sont aussi des poussières qui peuvent être chargées du coup de bactéries ou en tout cas de micro-organismes voilà, qui sont issus des poulets, donc qui peuvent être un peu plus impactants sur la santé. Concernant l'ammoniac, on a finalement assez peu de mesures qui ont dépassé la valeur limite d'exposition, donc qui est de 20 parties par million sur 15 minutes. On a tout de même quelques mesures en inspection de fin de bande, en curage et en ramassage. Donc 5 mesures en inspection de fin de bande, 3 mesures en curage et 3 mesures en ramassage qui ont dépassé cette limite d'exposition. Donc il arrive en fait qu'il y ait des situations qui soient à risque pour le travailleur. Et du coup, ces tâches-là, on a vu une diminution de la capacité respiratoire. Je laisse la parole à Solène pour le porc. Oui. Concernant les résultats obtenus en bâtiment porcin, donc ce qu'on voit sur les particules, c'est qu'on est toujours en dessous de la valeur limite d'exposition professionnelle de 0,9 mg par mètre cube, parce qu'en fait, en élevage de porc, on a aussi des particules beaucoup plus fines qu'en élevage de volaille. Et comme je disais en introduction, plus ça va être fin aussi, plus ça va être à risque pour la santé. Donc, cette valeur limite d'exposition-là, elle est en concentration massique, donc on est bien en dessous. Par contre, ce qu'on avait observé aussi, c'est que finalement, en quantité de particules très fines, qui pèsent pas lourd, finalement, on était quand même à des pourcentages sur l'ensemble des particules de plus de 98% de particules très fines. Donc voilà, c'est un chiffre quand même à retenir. Et c'est pour cela que finalement, quand on a testé l'impact sur la santé, comme vous voyez sur la droite, il y avait une augmentation suite à la réalisation notamment des 2 tâches, sevrage et soin des porcelets, une augmentation de l'irritation du nez, des yeux, de la gorge avec de la toux et des maux de tête, et également une diminution de la capacité respiratoire. Donc on a bien un impact sur la santé qui a été mesuré, bien que les particules soient inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle.
Et concernant voilà, les concentrations en ammoniac, là, on avait des valeurs donc, les plus élevées au moment du tri des porcs charcutiers, avec en moyenne 15 ppm d'ammoniac mesuré, et de l'alimentation des porcelets, avec en moyenne 9 ppm d'ammoniac, sachant qu'on est toujours en dessous de cette valeur limite d'exposition de 20 ppm sur 15 minutes. Par contre, on avait aussi quand même un certain nombre de tâches, de cas où on avait des expositions supérieures à 20 ppm. Et ça s'est également vu quand on a mesuré les symptômes respiratoires, puisqu'on avait eu une augmentation des symptômes et également une diminution de la capacité respiratoire dans certains cas. Donc, l'ensemble de ces données, justement, qu'on vient de voir sur les concentrations en ammoniac et en particules, en volaille et en porc, nous montrent que même si majoritairement on est en dessous des valeurs limites d'exposition, on a des cas où on peut être au-dessus. Et donc, il est important de mettre en place des moyens de prévention. Donc, je vais enchaîner sur les moyens de prévention. En volaille, donc, différents moyens ont été repérés pour limiter l'exposition aux poussières et à l'ammoniac. Donc, concernant l'ammoniac, il y a d'abord, avant tout, la gestion de la litière. Donc, bien choisir le type de litière, la fréquence de renouvellement, puisque plus on va avoir une litière donc, encrassée, plus on a de risque donc, de volatilisation de l'ammoniac. Également, limiter son humidification, puisque l'humidité de la litière va aussi favoriser la volatilisation de l'ammoniac. Bien gérer l'ambiance du bâtiment avec la ventilation. Utiliser des équipements de récupérateurs de chaleur. Et aussi une technique qui est plutôt simple, c'est la mise en place d'additifs. Donc, d'ensemencer les litières d'additifs qui permettent de maintenir la forme d'ammoniac sous la forme d'azote ammoniacal liquide et d'éviter qu'elle soit sous la forme d'azote ammoniacal gazeux. Et pour les particules, on avait donc repéré comme moyen de prévention limiter l'agitation des animaux, ce qui n'est pas simple à faire, mais c'est une solution, et utiliser l'ionisation négative, c'est-à-dire que les particules se chargent positivement et en fait vont se coller aux parois qui sont chargées négativement, et ça permet vraiment d'obtenir des réductions de plus de 90% des particules dans l'air. Mais c'est une technique assez coûteuse. On avait également, donc, durant le ramassage, pour limiter les particules, limiter l'agitation des animaux et mécaniser le ramassage. Donc, une technique intéressante, car facile à mettre en œuvre. Et après, durant le curage du fumier ou le paillage, donc mécaniser le plus possible les tâches et fermer la cabine du tracteur. Voilà, pour rester dans la cabine fermée et limiter l'exposition. Donc, on a repéré également un point de vigilance, c'est-à-dire que dans le cadre du projet éleveur, la mise en route de la ventilation avant l'arrivée des animaux pouvait faire l'effet inverse que celui escompté sur les particules fines, c'est-à-dire que en fait, ça mettait en suspension les particules les plus fines. Donc, ça évacuait bien les grosses, mais les plus fines restaient en suspension, le fait d'activer cette ventilation. Donc, c'est un point intéressant à signaler. Et concernant les porcs, donc, on a plusieurs moyens de réduire l'exposition aux travailleurs. D'abord, on agit sur l'air, donc on augmente le taux de ventilation, mais ce qui n'est pas forcément une technique idéale pour l'environnement extérieur, puisque si on augmente le taux de ventilation, on évacue toutes les particules et l'ammoniac vers l'extérieur. Donc voilà. Donc, l'utilisation d'une ventilation en surpression également et l'entrée d'air par plafond diffuseur a montré que c'était les deux systèmes qui permettaient de réduire les concentrations dans l'air. Ensuite, on en parlait aussi en introduction, l'ammoniac notamment est très lié à la gestion des effluents. Et donc, en fait, si on évacue fréquemment les déjections, on limite cette production d'ammoniac dans la salle. On peut évacuer fréquemment les déjections également en faisant une séparation de phase, ce qu'on appelle le raclage en V, ce qui est encore plus efficace car on limite la rencontre entre les urines et les fesses et donc la production d'ammoniac. Il y a également l'ajout d'additifs, comme on en a parlé aussi pour les volailles sur litière, l'acidification des lisiers, puisque l'ammoniac, en fait, si on acidifie l'ammoniac, elle va rester sous forme liquide et éviter justement de partir sous forme gazeuse dans l'air. Et également, la réduction de la température des litiers permet de la maintenir sous forme liquide. Ensuite, on avait aussi adapté les pratiques du travailleur, puisque notamment au niveau des particules,
Les asséchants utilisés en maternité sont très volatiles et donc entraînent ce qu'on a vu des pics de concentration d'ammoniac très fines dans l'air au moment de l'utilisation d'asséchants. Donc, essayer d'en utiliser moins ou d'utiliser des techniques différentes pour assécher, comme par exemple, on avait vu des cartons absorbants qui pouvaient être utilisés et manipuler les animaux le moins possible. Donc là, pour cela, par exemple, pour les soins, il y a l'utilisation d'un chariot qui permet vraiment de travailler de manière plus organisée et de limiter la manipulation. Ensuite, on a agir sur l'aliment, puisque plus on va apporter l'azote aux animaux en fonction de leurs besoins, moins on aura des rejets, des excédents de rejets azotés dans les lisiers, et moins on aura d'ammoniac, puisque l'ammoniac est un gaz azoté. Donc, et on peut également ajouter de l'additif dans l'aliment, notamment pour les poussières. Quand on a des aliments en granulés, si on met de l'huile autour des granulés, ça permet de limiter la mise en suspension des particules. Et enfin, un dernier élément, c'est agir sur l'ambiance. Donc en effet, si on maîtrise le couple chauffage-ventilation au mieux, ça permet d'avoir un air plus homogène et donc de limiter les risques de volatilisation d'ammoniac notamment. Pour les poussières et l'ammoniac, on peut utiliser de la brumisation de l'air ou également un mélange eau-huile qui permet de limiter la mise en suspension des particules et l'ionisation électrostatique dont on a parlé pour les volailles. Donc, je vais laisser la parole à Marion pour la suite parce que je vous ai parlé des moyens de prévention à mettre en œuvre. Et Marion va vous parler maintenant des moyens de protection qui peuvent être mis en place également pour se protéger. Oui. Alors, il faut bien se rappeler que les moyens de protection individuelle, c'est un moyen à mettre en œuvre uniquement si on ne peut pas faire autrement. Ça sera toujours moins efficace que de mettre en place des moyens de prévention qui feront baisser l'exposition. Voilà. Mais dans certains cas, notamment quand il y a les animaux qui sont déjà présents, on ne peut pas forcément gérer la ventilation comme on souhaite pour sa propre santé. Et du coup, ça peut être intéressant et légitime de mettre des moyens de protection individuels à ce moment-là. C'est pareil dans le cas où les activités sont très contraignantes et surtout très actives sportivement. Il faut pouvoir enfin, les masques FFP2, FFP3 ne sont pas indiqués puisqu'ils peuvent accélérer la fréquence du rythme cardiaque. Donc, il faut plutôt avoir des moyens ventilés qui soient plus confortables et qui permettent de travailler en sécurité, que ça soit au niveau respiratoire ou au niveau cardiaque. Alors déjà, donc, pour le port de masques de protection individuelle, il faut déjà bien choisir son masque. On a tendance à imaginer qu'il y a un seul type de masque, une seule taille, alors qu'il y a diverses tailles, selon, la conformation du visage. Du coup, il faut bien choisir la taille du masque que l'on va prendre. On peut essayer avant d'acheter. Il faut aussi bien positionner le masque, bien mettre la barrette nasale sur le nez et faire en sorte que les brides de fixation soient bien positionnées. Car si vous portez un masque qui est mal positionné et sur lesquels il y a encore des trous où l'air peut passer, ben, en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Donc il faut que ça soit vraiment hermétique, une barrière hermétique entre l'air extérieur et l'air que vous inspirez, expirez. Alors, il y a la soupape expiratoire là, que l'on peut voir sur le masque en, en image, là, qui est très importante à avoir pour avoir un confort d'utilisation. Il existe des masques sans soupape expiratoire, mais c'est plus difficile à porter pour le confort personnel. Après, il existe 3 classes de filtres à poussière. Donc, la P1 qui arrête 80% des particules solides, grossières, sans toxicité spécifique. La P2 arrête 94 des particules et également des aérosols solides ou liquides irritants ou dangereux. Et le P3, c'est le plus performant en termes de protection, qui arrête 99,95% des particules aérosols solides ou liquides toxiques. Alors, on recommande de mettre des classes P2 à P3 en élevage, car les particules ne sont pas inertes. Voilà, comme je vous l'ai dit, en paillage, les particules peuvent être inertes, mais après, elles se chargent assez rapidement en micro-organismes.
et elles sont potentiellement très fines. Le P3 est quand même plus difficile à porter en termes de confort. Donc, si vous êtes dans des situations qui sont un peu moins, à risque au niveau de la santé respiratoire, préférez le P2. Préférez le P2. Le P3, c'est vraiment dans des situations où il y a beaucoup de poussière et où vous avez des symptômes respiratoires, heu assez forts lorsque vous travaillez sans masque. Et ensuite, en plus de ces protections poussière, vous avez également, différents filtres qui peuvent exister, qui protègent son, enfin différemment pardon, ce, par rapport à différentes particules. Donc, vous voyez qu'il y a un code couleur qui est assez clair, sur lesquels on peut se baser. Donc là, on parlait par exemple d'ammoniac. Donc là, il faut, prendre le filtre, heu, vert avec le K, qui permet de protéger, contre l'ammoniac. Et vous avez également, du coup, d'autres protections. Par exemple, en élevage, la protection A contre les gaz et vapeurs, organiques est conseillée. Et juste si je peux rajouter, Oui, qui est peu conseillé pour notamment le lavage, parce que c'est là qu'on a aussi des vapeurs organiques et c'est important de l'utiliser à ce moment-là. oui. Alors une fois que vous avez votre masque, il suffit pas, enfin, il faut aussi bien l'entretenir. On voit encore, trop souvent, des masques qui sont posés, dans les sas, sanitaires sans protection. Or, il faut se dire que si votre masque, il est à l'air libre, il va continuer à se charger en poussière et il va se saturer, en fait. Du coup, il faut bien, si vous avez un masque réutilisable, bien nettoyer, la partie faciale et les préfiltres des masques, réutilisables. Et il faut surtout les stocker, dans un endroit non poussiéreux. Ça peut être emballé, enfin, dans leur emballage individuel ou dans une boîte hermétique, qui permettent de protéger, en fait, de l'air ambiant extérieur et des poussières extérieures. Et il faut, savoir quand le remplacer. Alors je sais que c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a pas forcément d'indicateurs. Il y a certains filtres qui ont des indicateurs, mais ils sont encore assez, assez peu courants, donc avec, des couleurs, qui permettent de voir quand les filtres sont saturés. Sinon, pour les filtres à poussière, c'est dès que vous commencez à avoir une respiration difficile, en fait, il faut changer, de masque. Et après, une fois que vous avez ouvert, un filtre, il y a une durée maximale qui est inscrite, dessus. Et du coup, il faut bien inscrire la date de la première utilisation sur le filtre marqueur pour voir, voilà, à quelle date, il faut changer de filtre. Voilà, donc il y a 2 choses. Il y a la du la en gros, la durée de péremption, donc là, qui peut être de 6 mois selon les filtres. Et l'autre facteur qui peut déclencher le changement de filtre, c'est qu'il soit saturé, donc soit parce que vous avez une respiration difficile ou que vous avez un indicateur qui se colore. Et attention, les équipements de protection individuels sont, comme leur nom l'indique, individuels, donc ça doit être spécifique à chaque utilisateur, on ne se les partage pas. Et les masques de type chirurgical qui ont été très utiles pendant le Covid sont totalement inefficaces en équipement de protection individuel, donc ce n'est pas suffisant. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur, la thématique, vous avez accès à, de la documentation. Donc il y a des vidéos qui vont vous expliquer un petit peu plus en détail, ce qui a été réalisé lors de l'étude. Donc, sur YouTube, vous tapez Air Éleveur, vous trouverez. Donc, il y a des vidéos sur la perception des risques, sur l'exposition des travailleurs aux particules et à l'ammoniac et sur savoir comment se protéger. Et vous avez aussi des plaquettes et des synthèses qui vont plus dans le détail. Là, par exemple, sur les équipements de protection respiratoire, vous aurez, vraiment une gamme plus étendue de masques qui seront présentés. Voilà, par exemple, les masques ventilés dont j'ai pas parlé là, mais qui peuvent être, également, appropriés à certaines situations. Voilà, puis sur, les différents facteurs d'exposition. Je te laisse la parole, Solène. Merci Marion. Pour compléter, donc un projet est actuellement en cours et fait suite au projet Air Éleveur, donc qui nous a permis justement de vous présenter les niveaux de concentration qu'on retrouve en élevage, les différents moyens de prévention, les différents moyens de protection. Et là, mettons afin de sensibiliser. Et aujourd'hui, donc, on met en place un projet qui permet, donc le projet Calière, qui va permettre de mettre au point un outil afin de répondre à ces 3 questions.
Donc, la qualité de l'air de mon bâtiment entraîne-t-elle un risque sur ma santé? Donc, on va réaliser un autodiagnostic pour vous dire, voilà, en fonction de la structure de vos bâtiments, en fonction de différents éléments, la gestion de l'alimentation, la gestion des effluents, voilà, est-ce que l'air de vos bâtiments est risqué pour votre santé? Ensuite, deuxième question, quels moyens de prévention dois-je mettre en œuvre dans mon élevage? Donc là, on vous en a présenté quelques-uns aujourd'hui, mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble de moyens de prévention à la fois humains, organisationnels et techniques à vous proposer pour favoriser le passage à l'action. Et enfin, les différents moyens de protection à utiliser. Donc voilà, on a déjà travaillé sur les types de masques, mais il reste encore un travail à faire parce qu'on voit qu'il y a peu d'utilisation de masques en élevage ou, comme le disait Marion, pas forcément comme il faut. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner les meilleures recommandations pour vous guider au mieux dans vos choix. Et donc, ce projet-là est en cours et est réalisé en collaboration avec un collectif, et co-construit en fait avec un collectif d'éleveurs. Donc, il y aura 24 éleveurs de porcs et de volailles, pardon. Donc, T'as oublié 12, la volaille. oui, oui. 12 éleveurs ou salariés de porcs et 12 éleveurs ou salariés de volailles. Donc, là, il reste encore des places. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que ça va être vraiment intéressant de le construire ensemble. Si vous êtes sensible au sujet des risques respiratoires, contactez-moi, donc Solène Lagadec. Donc, on vous donnera les coordonnées également. On va rajouter peut-être les coordonnées sur la diapo. Oui. Et donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Alors, Merci. Je on ne sais espère pas que s'il y a des... voilà, s'il y a des questions. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des aides pour acheter des équipements de protection? Et est-ce que c'est obligatoire quand on a des salariés? Alors, c'est obligatoire quand on a des salariés, effectivement. C'est obligatoire de mettre à disposition, tous les équipements de protection individuelle qui sont liés aux risques qui sont présents sur l'élevage. Donc, que ça soit, des casques pour le bruit ou, des masques pour, la respiration, c'est la même chose. Et alors, des aides pour les masques respiratoires, à l'heure actuelle, j'en ai pas connaissance. Je sais que la MSA peut aider pour, la mise en place d'équipements spécifiques pour la sécurité. Donc par exemple, elle peut aider, pour prévenir le risque respiratoire, donc à mettre en place, des éléments là-dessus. Sur les masques en tant que tels, je ne crois pas. Oui. Non, non, pour le moment, il n'y a pas, je pense, ouais, il n'y a pas d'aide. En effet, on peut, avec la MSA, il y a quand même moyen peut-être d'avoir quelque chose, mais. Donc, merci à tous de votre participation. S'il n'y a pas d'autres questions, je voulais donc préciser que le prochain webinaire en porc sera le 19 septembre sur l'état des lieux sur le porc bio. Et le prochain webinaire en volaille sera également le 19 septembre. Donc, toujours même heure, enfin, c'est ça le rendez-vous, toujours à 13h30. Et ce sera sur les jardins d'hiver pour les volailles. Donc, merci à tous et à très bientôt. Et aussi, oui, pour finir, n'hésitez pas à nous contacter, Marion ou moi, si vous avez des questions sur tout ce qui est risque respiratoire en élevage. Oui. Voilà. Au revoir. Au revoir.